Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Cet après-midi, les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi de réforme bancaire. Objectif principal de ce texte, protéger l'argent des épargnants en isolant les activités spéculatives des banques, mais aussi renforcer la protection des consommateurs. Les sénateurs ont donc adopté ce matin 2 amendements qui instaurent un plafonnement spécifique pour les frais bancaires liés aux découverts pour les publics les plus fragiles. Le vote définitif sur ce texte devrait intervenir d'ici la fin de journée. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle du Sénat. Bonne séance à tous. Après l'article 23, un amendement qui a été retiré. L'amendement a été retiré en séance de Mme Létard et de M. Jarlier. Après l'article 23, un amendement numéro 23, présenté par M. Mohamed Swalihi au nom de la Commission des lois. Présidente, cet amendement reprend, comme le suivant d'ailleurs, les dispositions relatives au contrat obsèques adoptées par le Sénat dans le projet de loi consommation à l'initiative conjointe de M. Jean-Pierre Sueur et Mme Nicole Bonnefoy. Il s'agit de mettre un terme à certaines pratiques problématiques. Le premier mot de l'amendement vise à imposer que les formules de financement d'obsèques prévoient bien l'affectation du capital au paiement des obsèques. En effet, sont aujourd'hui proposées sous cette appellation ou celle de contrat obsèques des assurances vie déguisées qui prévoient le versement du capital aux bénéficiaires sans obligation de paiement des funérailles. L'intéressé en profite, laissant la charge des obsèques aux héritiers, voire aux communes. Le deuxièmement vise à préciser que les prestations définies dans les contrats obsèques soient non seulement détaillées, mais aussi personnalisées. Il faut éviter les formules standards ou imprécises qui obligent les héritiers à faire des choix plus précis de prestations, dont chacune correspond en réalité à un coût complémentaire à leur charge. Merci, chers collègues. L'avis de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur, sur l'amendement 23 de la Commission des lois. Merci Madame la Présidente. Monsieur Mohamed Swili a bien expliqué l'objet. Ces dispositions ont déjà été adoptées par le Sénat lors du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Elles constituent un véritable progrès pour les assurés. Et par conséquent, notre commission a émis un avis favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Même avis favorable. Merci. Oui. Je vais mettre aux voix cet amendement 23 présenté par la Commission des lois. 2 avis favorables. Qui est pour? Merci. Contre? Il est adopté. Après l'article 23, un autre amendement présenté par notre collègue au nom de la Commission des lois, numéro 24 rectifié. Oui, l'amendement vise à substituer au mécanisme de revalorisation des contrats obsèques un mécanisme d'affectation partielle des bénéfices financiers réalisés par ces contrats. Il reprend un dispositif adopté précédemment par le Sénat, là aussi, dans le projet de loi consommation, à l'initiative des mêmes, Jean-Pierre Sueur et Nicole Bonnefoy. La loi relative à la législation funéraire avait prévu une revalorisation au taux d'intérêt légal des contrats obsèques afin de compenser l'inflation des prestations. Cette disposition, subrepticement supprimée par ordonnance, 1 mois après son adoption, avait été rétablie par le législateur. Pour autant, elle n'a jamais été appliquée par les assureurs au prétexte d'une contrariété éventuelle avec des normes prudentielles européennes. Le dispositif proposé, travaillé avec les services compétents de Bercy, devrait permettre de remédier à ces difficultés. J'espère un avis favorable du gouvernement. Merci, chers collègues. L'avis de la Commission des finances. Merci Madame la Présidente. Écoutez, en attendant, Monsieur Mohamed Swili, vous avez un avis favorable de la Commission des finances. Merci. Mais nous attendons l'avis du gouvernement alors. Monsieur le ministre. Je comprends que c'est très attendu. Je vais donc à l'essentiel. Le gouvernement est favorable. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement présenté par Monsieur Mohamed Swalihi au nom de la Commission des lois, avec 2 avis favorables. Qui est pour? Merci. Contre? L'amendement 24 rectifié est adopté. Le numéro 25, notre collègue de la Commission des lois. Merci Madame la Présidente.
Cet amendement est le dernier de la série d'articles additionnels que la commission des lois vous propose d'introduire dans ce texte, dans lequel ils trouvent pleinement leur place. Il s'agit, par l'amendement numéro 25, de reprendre un dispositif déjà voté par 2 fois par le Sénat, à l'initiative de notre collègue Hervé Maurey, la première fois sous forme d'une proposition de loi restée sans suite et la seconde fois sous forme d'un amendement au projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, dont la navette s'est interrompue. L'objectif est de renforcer l'efficacité de la législation adoptée en 2005 et 2007 pour lutter contre le phénomène des contrats d'assurance non réclamés par leurs bénéficiaires. Je ne vais pas entrer dans le détail des 2 dispositifs Agira 1 et Agira 2 qui ont été mis en place. Je vous renvoie pour cela à mon rapport, ainsi qu'au rapport de notre collègue Dominique Delège sur le sujet en 2010. Je vais me limiter à dire que le dispositif proposé par cet amendement devrait permettre d'accélérer la résorption du stock de contrats non réclamés et de limiter le flux de nouveaux contrats non réclamés grâce à la vérification au moins annuelle du décès de l'assuré pour les contrats dont la provision est d'au moins 2 000 €. Ceci correspond aux bonnes pratiques de certains assureurs qu'il convient de généraliser. En second lieu, cet amendement poursuit un objectif de transparence sur le phénomène des contrats non réclamés, car il existe des querelles statistiques sur son ampleur. Les organisations professionnelles concernées devront donc publier chaque année un bilan de leur démarche en matière de contrats non réclamés qui devra comporter des informations sur le nombre et l'encours des contrats non réclamés répondant à des critères fixés par arrêté. J'ajoute enfin que, par rapport à la rédaction déjà adoptée par le Sénat il y a 2 ans, le texte de l'amendement tient compte de modifications réglementaires intervenues depuis lors en matière d'obligation d'information des assureurs. Merci, chers collègues. L'avis de la Commission des finances. Merci Madame la Présidente. Donc l'amendement qui nous occupe oblige les assureurs à vérifier chaque année auprès du registre ou du répertoire national d'identification des personnes physiques le décès éventuel de leurs assurés sur la vie dès lors que le contrat dépasse 2 000 €. Ça paraît une idée de bon sens. Oui, on est étonné que ça ne soit pas la pratique. Peut-être y aurait-il une arrière-pensée là-bas, mais je ne sais pas. Hein. Bon. Et il impose aux organisations professionnelles concernées de publier un bilan d'application de cette mesure. Bien. Cet amendement reprend l'objectif d'une proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, adoptée par le Sénat en 2010, sur le rapport de notre collègue Dominique Delège, au nom de la Commission des lois. Ce texte n'ayant malheureusement pas eu de suite à l'Assemblée nationale, alors que c'était un excellent texte, le dispositif avait été repris par un amendement adopté à l'initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy lors de l'examen du projet de loi renforçant les droits, protection et l'information des consommateurs. Et c'est donc au tour de notre collègue Thani Mohamed Soilihi de reprendre le flambeau et de vous proposer d'intégrer ces dispositions dans le présent texte. Notre commission des finances a émis un avis favorable sur cette vérification annuelle. Et ceci devrait remettre de l'ordre dans la pratique. Merci, Monsieur le rapporteur. Pour le gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui est important puisqu'on parle ici du produit d'épargne préféré des Français. Je rappelle l'assurance vie, 1 300 milliards d'encours. Et la question des contrats d'assurance vie non réclamés est une question dont on a parlé régulièrement à travers un certain nombre de propositions de loi ces dernières années, car en réalité, le combat a été mené par des parlementaires. C'était plusieurs milliards qui restaient à la disposition, je dirais, des organismes qui les détenaient, faute de rechercher les bénéficiaires ou même d'avoir des règles pour rechercher les bénéficiaires. Des progrès considérables ont été faits à travers des législations assez récentes, puisque
Maintenant, toute personne peut demander à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Il fallait savoir qu'avant, ce n'était pas possible. Et donc, vous ne pouviez pas savoir si quelqu'un vous avait désigné comme bénéficiaire d'une assurance vie. C'est aujourd'hui possible. Les assureurs ont aujourd'hui l'obligation de s'informer du décès éventuel de leurs assurés. Ce n'était pas une obligation avant. Ils attendaient que quelqu'un les en informe. Ils n'avaient aucune obligation légale de le faire. Pour y parvenir, ils sont donc autorisés à consulter le répertoire national d'identification des personnes privées, qui est le répertoire qui, au niveau national, recense les décès. Il a fallu, il y a 3 ans, modifier la loi pour parvenir à cette obligation. En outre, la réforme des modalités d'acceptation de la clause bénéficiaire en 2007 permet à tout assuré d'informer son bénéficiaire de la stipulation sans courir le risque d'une acceptation sauvage. On est là sur des stipulations particulières du droit des successions. Tout ceci a constitué des avancées importantes pour permettre aux bénéficiaires potentiels de ces contrats d'assurance vie de les percevoir sans qu'ils restent détenus comme précédemment par les organismes bancaires. L'amendement dont il est question aujourd'hui va permettre d'accroître encore l'efficacité de ces dispositifs, puisque l'amélioration de l'information des assureurs sur les décès grâce à l'introduction d'une obligation annuelle de recherche sur l'ensemble de leur portefeuille est une démarche positive et permettra une transparence accrue des organismes d'assurance dont les organismes professionnels devront publier chaque année un bilan de l'application de ces dispositifs mentionnant le nombre de l'encours des contrats non réclamés. Pour toutes ces raisons, le gouvernement est très favorable à ces amendements. Merci, Monsieur le ministre. Madame Dini, pour explication de vote. Je suis chargée par notre collègue Hervé Maurey de dire combien il est heureux de voir arriver cet amendement aujourd'hui qui, enfin, va peut-être concrétiser tout le travail qu'il avait fait, toutes les propositions qu'il avait faites. Je rappelle que ce texte, inscrit à l'ordre du jour à l'initiative de notre groupe, avait été adopté à l'unanimité par le Sénat le 29 avril 2010. Il va y avoir 3 ans. Et on sait aussi que l'assurance vie continue à être un mode de placement préféré des Français et qu'en 2012, l'encours était de 1 391 milliards. Et que la question des contrats d'assurance sur la vie non réclamés au décès de l'assuré reste pendante. Cette question est quand même évoquée depuis 15 ans. Et depuis les 2 derniers textes qui ont été votés, des efforts ont été réalisés, mais le mécanisme reste perfectible. Et je rappelle que le médiateur de la République avait lancé des appels pour améliorer le dispositif existant. Et c'était le sens de la proposition de loi de notre collègue Maurey, qui visait d'abord à prévenir l'apparition de nouveaux contrats non réclamés en mettant en place une obligation de vérifier au moins annuellement le décès éventuel de l'assuré pour tous les contrats dont la provision mathématique serait supérieure à 2 000 €, sans critère d'âge, par consultation du fichier Agira. Aujourd'hui encore, il règne, on le sait bien, une certaine opacité, puisque selon nos interlocuteurs, il serait de l'ordre de 5 milliards d'euros et de seulement 700 millions pour les assureurs. Notre groupe se félicite donc d'avoir toujours, avec la même détermination, soutenu cette initiative, adoptée par 2 fois, je le rappelle, par notre Haute Assemblée. Et pour conclure, je tiens, au nom de notre groupe, à saluer l'initiative de notre commission des lois, qui, en déposant cet amendement, témoigne de sa volonté de renforcer la protection des épargnants et permet à une initiative parlementaire de ne pas rester lettre morte. Ce souci de faire vivre les propositions de loi sénatoriales votées mais restées en déshérence en instance à l'Assemblée nationale honore notre Haute Assemblée. Nous ne sommes pas du tout inquiets sur l'adoption de cet amendement ici et nous espérons bien que nos collègues de l'Assemblée nous suivront. Merci, Madame. Merci, Madame Dini. Madame Goulet, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'allais dire à peu près la même chose que Madame Dini et sans doute beaucoup moins bien. Mais en gros, 3 ans pour faire voter ce type de disposition,
Monsieur le ministre, vous qui êtes chargé des relations avec le Parlement, cette disposition étant maintenant dans un texte dont on est à peu près sûr qu'il va survivre à la navette, je pense que cette fois-ci, on tient vraiment le bon bout avec cette disposition. Parce que ce serait quand même dommage que nos collègues à l'Assemblée nationale reviennent sur le texte que nous venons de voter aujourd'hui, au motif, et ça arrive parfois, amour-propre d'auteur, qu'il n'émane pas d'un député. Donc j'espère que vous ferez en sorte que ce texte reste en l'état et qu'il nous revienne peut-être enjolivé, mais en tous les cas pas amoindri, car cette disposition est extrêmement importante. Elle choque la morale. Les positions des contrats non réclamés et pour lesquels les assureurs ne manifestent aucune volonté d'action choquent la morale. Je crois que c'est une vraie bonne disposition. Hervé Moret avait bien soulevé ce point et le Sénat a suivi son travail. J'espère que ce texte, comme je l'ai déjà dit, reviendra dans les mêmes dispositions. Je vous remercie. Merci Madame Goulet. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 25 présenté par Monsieur Mohamed Swalihi au nom de la Commission des lois, qui a reçu 2 avis favorables. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'amendement 25 est adopté. Nous arrivons à l'article 24. J'ai un amendement de Monsieur Delahaye qui a été retiré avant la séance, c'est le numéro 184 rectifié. J'en viens au vote sur l'article 24. Qui est pour voter l'article 24? Merci. Contre? Abstention? L'article 24 est adopté. Après l'article 24, un amendement numéro 12, présenté par notre collègue Vaugrenard au nom de la Commission des affaires économiques. Oui, merci Madame la Présidente. Le Code monétaire et financier prévoit le paiement en espèces pour les créances exigibles par les collectivités publiques. Cependant, pour les personnes en difficulté qui ne disposent que d'un livret A ou d'un compte dont les moyens de paiement sont restreints, ce paiement en espèces est une nécessité pour des dépenses aussi courantes, par exemple, que la cantine ou la crèche. Il est donc proposé de rappeler de manière un peu plus formelle aux débiteurs cette faculté de paiement qui fait partie de la loi. Merci, Monsieur Vaugrenard. L'avis de la Commission des finances, Monsieur Young. Merci Madame la Présidente. Cet amendement, cela a été dit, oblige les personnes publiques à informer leurs débiteurs des modalités de paiement. C'est un souci que l'on peut comprendre. Plusieurs associations de consommateurs ont attiré notre attention sur le fait que des personnes bénéficiant de la GPA ou du service bancaire de base ne peuvent pas payer certaines dépenses auprès de certaines collectivités publiques, faute de disposer d'un chéquier. Si vous n'avez pas de carte de crédit, si vous n'avez pas de chéquier, il vous reste à pouvoir payer en liquide. Or, un certain nombre de ces collectivités n'acceptent pas le paiement en liquide parce que ça veut dire qu'il faut avoir une caisse, il faut la gérer, il faut une comptabilité. Et donc, on est vraiment devant une situation de blocage. Nous comprenons aussi que l'amendement pose le problème d'obliger les collectivités à avoir les moyens de recevoir des espèces ou d'avoir un terminal à carte. Et donc, c'est quelque chose qui doit être expertisé. Par conséquent, la Commission était plutôt favorable, mais souhaitait demander l'avis du gouvernement avant le vote du Sénat. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement n'est pas favorable en l'état à cet amendement. Le texte de l'amendement ne vise pas à modifier le droit positif. La possibilité de payer en liquide pour des créances en dessous de 3 000 € est une réalité, c'est une obligation et l'amendement n'y change rien et le texte du gouvernement ne remet pas en cause ce droit qui répond aux situations qui ont été évoquées. Une personne qui n'a pas de chéquier, une personne qui n'a pas de carte peut aujourd'hui payer, c'est le droit et nous sommes absolument d'accord. L'amendement ne change rien. L'amendement simplement dit qu'il faut que les collectivités publiques mettent en place une information systématique sur cette possibilité de paiement en liquide. Information systématique, évidemment, ça ne peut pas être une information systématique en direction
des seules personnes auxquelles vous pensez et qui justifient l'amendement. C'est-à-dire que le texte de l'amendement, c'est informer tous les créanciers qu'ils peuvent pratiquer de cette manière. Je pense que chacun mesure où pourrait nous amener le raisonnement que je commence, et qui n'est évidemment pas l'intention, mais nous organiserions nous-mêmes des possibilités qui ne me semblent pas être dans l'air du temps sur des transferts d'argent en liquide. Donc ça pose de ce point de vue-là un problème sur lequel le gouvernement souhaite attirer votre attention. Et deuxièmement, on est plutôt aujourd'hui à favoriser le paiement dématérialisé. Je veux dire, le sens, y compris des économies que nous essayons de faire collectivement, c'est qu'il y ait de la dématérialisation, y compris dans les paiements. Donc il y a à la fois, je dirais, cette réticence à s'inscrire dans ce que nous essayons de faire aujourd'hui, y compris des économies, vous le savez tous, mais aussi cette question, je dirais, d'une utilisation qui ne serait plutôt à contrario de vos objectifs par des gens mal intentionnés. Donc je ne suis pas sûr que ce soit finalement une idée efficace, même si c'était une bonne idée. Voilà pourquoi le gouvernement vous propose de retirer cet amendement. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Vaugrenard, vous êtes sollicité pour un retrait. J'entends les explications du ministre, je suis plutôt dubitatif. Il ne s'agit pas, bien entendu, de blanchiment d'argent lorsqu'il s'agit de paiement de cantine ou de choses de ce genre, bien entendu. Je mesure les difficultés d'application. Je souhaitais simplement demander, la Commission des affaires économiques souhaitait simplement attirer l'attention sur le fait qu'il y avait des publics en grande difficulté et dont l'impossibilité était réelle de ne pas payer en espèces et de ne pas avoir d'autres moyens que de le faire pour des petites sommes. Voilà. Alors j'ai bien conscience que par rapport à un texte de loi, on impose où on met le doigt en quelque sorte sur la nécessité d'appliquer la loi par les collectivités publiques, ce qui me semble quand même plutôt assez normal et logique de la part de la démarche de parlementaire. Cela étant, je mesure la difficulté que vous évoquez, Monsieur le ministre, donc j'accepte de retirer l'amendement, mais je souhaite quand même qu'une réflexion peut-être ait lieu sur le moyen de régler ce problème-là, qui est un problème réel pour les familles en très grande difficulté. Merci, chers collègues. Un amendement et un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 11, Monsieur Vaugrenard, au nom de la Commission des affaires économiques. Oui, Madame la Présidente, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, le Parlement avait adopté le principe, d'une part, du plafonnement des commissions interbancaires de paiement, qui constitue de l'ordre de 60% des frais imposés aux commerçants pour l'usage d'un terminal carte bleue. Et d'autre part, une information systématique sous la forme d'un récapitulatif annuel détaillé sur les frais facturés par les prestataires de paiement. L'article avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il constituait un cavalier budgétaire. Depuis, l'autorité de la concurrence s'est saisie du dossier des commissions interbancaires de paiement, mais avant que le Parlement ne soit amené à intervenir de nouveau, le cas échéant, sur la question du plafonnement de ces commissions, il est d'abord préférable de consacrer par la loi le principe d'une information systématique sous la forme d'un récapitulatif annuel détaillé sur les frais facturés par les prestataires de paiement. Ceci fait partie également des engagements souscrits par les banques vis-à-vis de l'autorité de la concurrence. En fonction de l'évolution des commissions, il sera toujours temps ensuite d'intervenir par la loi pour définir un éventuel plafond en fonction du bilan qui sera dressé de la mise en œuvre de sa décision de 2011 par l'autorité de la concurrence. Il est donc proposé, pour être précis, qu'au cours du mois de janvier de chaque année, soit porté à la connaissance du bénéficiaire du paiement un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l'année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. Par ailleurs, les dispositions du présent article s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2014. Monsieur Vaugrenard. Monsieur le ministre, vous présentez le
Oui, merci Madame la Présidente. Toute mesure permettant d'améliorer la transparence en matière de frais bancaires rencontre le soutien du gouvernement. Nous avons ainsi appuyé 2 mesures votées à l'Assemblée nationale concernant l'information préalable des frais pour les particuliers et l'adoption d'un décret établissant une dénomination commune des principaux frais bancaires. Nous sommes donc favorables à la proposition de l'amendement qui poursuit le travail engagé par le rapport des députés Branger, Debré et Maillet du 7 juillet 2011, suite auquel la profession bancaire s'était engagée à mettre en place une série de mesures destinées à améliorer la transparence et la lisibilité des commissions acquittées par les commerçants pour les transactions par carte. Toutefois, il convient à notre sens d'apporter 2 modifications à cet amendement, et c'est le sens du sous-amendement. Vous proposez que le récapitulatif des frais soit transmis en janvier de chaque année. Une telle date poserait des difficultés à certains réseaux bancaires, notamment mutualistes, dont l'organisation est décentralisée et qui disposent parfois de plusieurs systèmes d'information. Un délai d'1 à 2 mois est absolument nécessaire pour garantir la transmission de ce document à l'ensemble des clients concernés. Il est donc proposé d'indiquer que ce document est transmis au premier trimestre de chaque année. En outre, il convient d'indiquer plus clairement dans le texte de l'amendement que les frais en question que vous visez dans l'exposé des motifs sont les commissions acquittées par les commerçants pour les paiements effectués par carte bancaire. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais demander l'avis de la Commission des finances. Monsieur Young. Merci, Madame la Présidente. À l'origine, au moment de l'examen en commission, la Commission avait demandé un retrait de l'amendement car le récapitulatif détaillé au mois de janvier sur les commissions interbancaires nous semblait une obligation trop lourde, alors que la décision récente de l'autorité de concurrence avait déjà permis des avancées. Mais je dois dire que le sous-amendement présenté par le gouvernement, le 283, permet de restreindre le champ d'obligation au seul paiement par carte d'un côté, mais surtout de donner un temps additionnel, un temps nécessaire pour éditer informatiquement ce que l'on appelle le RAFEC. J'ai découvert l'existence de... C'est un très beau nom, RAFEC, ça fait un peu breton, mais ça veut dire relevé automatisé des frais, voilà, le RAFEC. Donc, cela donne du temps supplémentaire pour éditer le RAFEC et par conséquent, sans que je puisse dire que ce soit l'avis de la Commission, à titre personnel, je donne un avis favorable à l'amendement sous-amendé. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix d'abord le sous-amendement 283 présenté par Monsieur le ministre. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Il est adopté. J'en viens donc à l'amendement 11 ainsi sous-amendé, qui a reçu un avis favorable de la Commission des finances. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. L'amendement 11 ainsi sous-amendé est adopté. Après l'article 24, un autre amendement présenté par M. Vaugrenard au nom de la Commission des affaires économiques. Merci Madame la Présidente. Les prêts participatifs sont destinés, nous le savons, au financement à long terme des entreprises et tout particulièrement des petites et moyennes entreprises. Au bénéfice de ce régime, mais le bénéfice de ce régime est actuellement limité aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, ce qui exclut de fait les entreprises agricoles tout simplement. Donc le présent amendement a pour but d'étendre le régime du prêt participatif aux entreprises agricoles dans un contexte de convergence progressive de leur statut avec celui des sociétés qui sont de forme commerciale. Monsieur Vaugrenard, l'avis de la Commission des finances, Monsieur Young. Madame la Présidente, avis favorable de notre Commission. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Avis favorable du gouvernement. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 10 présenté par la Commission des affaires économiques. 2 avis favorables. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? L'amendement 10 est adopté. Après l'article 24, un amendement 13 rectifié, présenté également par M. Vaugrenard au nom de la Commission des affaires économiques. Oui, Madame la Présidente, les artisans réclament, et plus généralement le monde des petites entreprises, la compensation de leur dette fiscale
par les créances qu'elles détiennent par ailleurs sur les collectivités publiques. On sait que c'est un domaine particulièrement sensible. Cette compensation est déjà prévue par le livre des procédures fiscales, mais elle n'est exercée qu'à la discrétion du comptable public. L'amendement de la Commission des affaires économiques propose de prévoir que la compensation est de droit lorsqu'elle est demandée par le redevable, et non plus seulement à la discrétion du comptable public. Merci, Monsieur Vaugrenard. L'avis de la Commission des finances, Monsieur Young. Merci Madame la Présidente. L'amendement vise à permettre la compensation entre les dettes fiscales et les créances sur les collectivités publiques. Alors ça paraît a priori une idée de bon sens et quelque chose qui serait utile en particulier pour les PME. Mais je dois vous dire que notre commission a émis un avis de prudence et surtout nous a demandé de demander l'avis du gouvernement. Nous avons peur que le dispositif se révèle coûteux pour l'État. La compensation est aujourd'hui à la discrétion du comptable public et nous ne savons d'ailleurs pas si ce mécanisme fonctionne et c'est peut-être une des questions auxquelles le gouvernement peut répondre. Est-ce que ceci fonctionne vraiment ou pas? Est-ce que les comptables publics le font? Et permettre une compensation de droit pourrait conduire à diminuer considérablement les recettes fiscales, Monsieur Desessard, et serait donc coûteux pour le budget de l'État, ce qui n'est certainement pas ce que vous souhaitez, Monsieur Desessard. Nous le souhaitons tous. Effectivement, à contrario, cela permettrait d'améliorer la trésorerie des PME. C'est pourquoi la position de notre commission est une position d'attente en attendant l'avis et l'éclairage que le gouvernement voudra bien nous donner. Monsieur le rapporteur, l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais préciser naturellement, mais ça peut modifier l'approche que chacun a du problème, que ça ne concerne pas que les créances sur l'État. C'est un mécanisme qui concernerait l'ensemble des créances, y compris sur les collectivités locales, quelles qu'elles soient. La première interrogation que le gouvernement veut verser au débat, c'est une interrogation qui porte sur le lien entre l'objet du projet de loi et la nature de cette initiative. Sur le fond, nous avons une situation dans laquelle aujourd'hui il existe une possibilité pour les comptables publics d'accepter la démarche lorsqu'elle leur est proposée par un débiteur lui-même créancier de la personne publique. L'idée de cet amendement est de transformer cette possibilité, qui est donc forcément à l'initiative du comptable public, je le rappelle, pour des créances qui sont soit pour l'État, soit pour les collectivités, soit des établissements publics, de transformer cette possibilité en un droit qui s'appliquerait donc d'une manière systématique. Les questions juridiques, j'en ai déjà évoqué une rapidement, mais que vous avez comprise, sur le lien avec le projet de loi, mais les questions juridiques sont complexes. La position du Conseil d'État, c'est que les effets de la compensation sont analogues à ceux d'une double saisie réciproque de deniers. Or, selon un principe général du droit bien établi et codifié à l'article L. 2311-1 du Code général des personnes publiques, les biens des personnes publiques sont insaisissables. Les biens des personnes publiques sont insaisissables, personne ne veut remettre en cause cette question. Si la compensation est un droit, les biens des personnes publiques deviennent de fait saisissables à l'initiative du tiers créancier. C'est pour ça que nous avons un très gros problème de compatibilité juridique entre cette œuvre qui apparaît naturellement de bon sens et le résultat sur le plan juridique. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons qui tiennent à la fois au champ du texte de loi,
aux règles que je viens de rappeler, aux difficultés juridiques, le gouvernement vous demande de retirer cet amendement. Retrait. Bien. Je vais demander à M. Vaugrenard ce qu'il décide. J'entends bien l'argument massu qui consiste à dire que c'est un cavalier, donc voilà. Par contre, le problème est réel et tout le monde le reconnaît. Donc, Monsieur le ministre, je souhaiterais vraiment qu'il y ait une attention particulière portée par le gouvernement sur cette question-là, que chacun, je dirais, côtoie ou rencontre par intermédiaire des difficultés des petites et moyennes entreprises et des entreprises artisanales en particulier. C'est un vrai souci. Et au moment où il y a tout un travail qui est en train d'être fait sur la réduction des normes et de ce qu'on appelait la paperasserie, je pense que ça va un peu dans ce sens-là. Un dernier rapport international disait que la France était située de mémoire au 126e rang sur 144 ou 160 des pays par rapport aux difficultés administratives. Ça en fait un peu partie. Et je pense qu'à partir du moment où la volonté a été affirmée par la Haute Assemblée et par le gouvernement de réduire les normes et les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales, par le monde des entreprises également, cet aspect-là va aussi dans le même sens. Donc si le gouvernement pouvait, j'en suis persuadé qu'il en a la volonté, s'attacher à essayer de résoudre, j'ai bien entendu les difficultés juridiques auxquelles vous seriez confrontés, mais s'attaquer véritablement à ce souci, qui est un souci aussi par rapport à l'activité économique et au monde de l'artisanat et des TPE et également des petites et moyennes entreprises, je pense que ce serait vraiment quelque chose d'intéressant et de constructif. Mais j'ai bien compris que, compte tenu du début de votre intervention, qu'il était nécessaire de retirer cet amendement. Monsieur Vaugrenard, cela m'évite de demander la levée du gage à Monsieur le ministre. Madame Dini, il est refusé. L'amendement est retiré. Merci. Article 25, nous arrivons au vote sur l'article 25. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention. L'article 25 est adopté. À l'article 26, un amendement de la Commission des finances par Monsieur Young. C'est un rédactionnel, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Favorable. Merci. Un vote sur l'amendement 277, qui est un amendement rédactionnel, favorable. Qui est pour? Merci. Contre? Il est adopté. Nous arrivons au vote sur l'article 26. Que ceux qui sont pour lèvent le doigt. Merci. Contre? Abstention? L'article 26 est adopté. Même vote pour l'article 27? Même vote? Oui? Merci. Même vote pour l'article 28? Oui. Même vote pour l'article 29? Oui. Merci. Article 30. Un amendement présenté par M. Young au nom de la Commission des finances, le 278. Merci, Madame la Présidente. Par cet amendement, nous voulons préciser que le compte financier de l'établissement public de réalisation et de défaisance, c'est en fait la structure qui a géré en particulier la fin du comptoir des entrepreneurs, que ce compte est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Il semble que le droit oblige ceci. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier. C'est donc quand même assez formel. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement sur cet amendement? Favorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement 278 de la Commission des finances, qui a un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? Il est adopté. Nous en arrivons au vote sur l'article 30. Ceux qui sont pour lèvent la main. Merci. Contre? L'article 30 est adopté. Après l'article 30, pardon. Voilà. Présenté par le gouvernement, l'amendement 263. Oui, Monsieur le ministre. Moi, j'ai le 263, j'en ai pas d'autres. Merci, Madame la Présidente. S'agissant des amendements 263 et 267, il
feront l'objet d'une présentation commune, mesdames et messieurs les sénateurs, dans le cadre du renversement de l'ancien régime irakien de Saddam Hussein. La France a gelé les avoirs de cet ancien régime présents sur le territoire français. La France a l'obligation de transférer ces avoirs au Fonds de développement pour l'Irak, environ 20 millions d'euros selon une évaluation réalisée en 2010, en vertu de la résolution du Conseil de sécurité numéro 1483 prise en 2003. Un dispositif légal visant à exproprier les détenteurs de ces avoirs membres de l'ancien régime irakien a été adopté en 2009 et a abouti à l'adoption de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2009. Toutefois, la résolution du Conseil de sécurité numéro 1956 prise en 2010 a prématurément clôturé le fonds qui devait recevoir les avoirs irakiens et a rendu notre dispositif légal inopérant. Ces fonds doivent désormais être transférés au mécanisme successeur du Fonds de développement pour l'Irak, conformément aux exigences de la résolution 1956. Cet amendement permet donc à nouveau de nous doter d'un dispositif légal autorisant le transfert des avoirs appartenant à l'ancien régime irakien au mécanisme successeur du FDI, conformément aux exigences de la résolution 1483. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir présenté ces deux amendements en même temps. Monsieur le rapporteur, votre avis sur les deux? Merci Madame la Présidente. Nous abordons là l'éther de la haute diplomatie qui nous dépasse, en quelque sorte. Mais enfin, on comprend qu'il y a un problème pratique, qui est que ces avoirs sont gelés, qui sont entre les mains françaises, qu'il y a un dispositif qui a été décidé par les Nations Unies et que, par conséquent, nous devons trouver une solution pour attribuer ces fonds. Et par conséquent, la Commission des finances avait bien sûr donné un avis favorable au dispositif. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais mettre aux voix Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur Monsieur le Longuet. Ministre, mes chers collègues, une petite seconde d'explication de vote sur ces deux amendements. Parce qu'il se trouve qu'à la demande du nouvel gouvernement irakien, j'ai beaucoup contribué entre 2008 et 2009 au dégel des avoirs, parce que la somme était de 25 millions à l'époque et que le nouveau gouvernement irakien avait bien besoin de ces fonds dans la situation de délabrement dans laquelle l'intervention américaine l'avait mise. Dieu merci, nous n'y étions pas, mais il n'empêche que ces fonds étaient absolument nécessaires et qu'il fallait les récupérer. Donc la base légale que nous donnons aujourd'hui au transfert de ces fonds est une très bonne chose, mais je voudrais quand même attirer l'attention du gouvernement à cette heure tardive et en fin de discussion sur une chose. Nous ne disposons absolument pas d'un outil capable de nous dire aujourd'hui de centraliser les biens et les avoirs des dirigeants étrangers sur le territoire de France. C'est-à-dire que si un dictateur africain ou d'ailleurs demain matin doit voir ses avoirs et ses comptes gelés sur le territoire national, nous n'avons absolument aucun outil de centralisation des avoirs étrangers sur notre territoire. Et c'est un vrai problème. Ça peut être un problème lié au blanchiment d'argent, ça peut être un problème simplement de morale politique et d'action si demain matin nous devons procéder à ce même genre de gel d'avoirs. Donc c'est une vraie question auquel il faudra qu'on réfléchisse à un moment ou à un autre, mais on a besoin d'un outil qui puisse identifier les avoirs et les fonds des dirigeants étrangers sur le territoire national. Je vous remercie. Merci Madame Goulet. Monsieur Longuet. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en application du théorème de Roux-Combaluzier, le gouvernement ayant accepté un cavalier législatif la semaine précédente au bénéfice du département de la Meuse, le département de la Meuse soutient avec enthousiasme votre amendement. Merci Monsieur Longuet. Merci. Donc, je ne vois plus de demande d'explication de vote sur ces deux amendements. Je vais les mettre aux voix. Le 263 et le 267. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Les deux amendements 263 et 267 sont ainsi adoptés.
Après l'article 30, un amendement 279 présenté par M. Young au nom de la Commission des finances. Merci Madame la Présidente. L'amendement a pour objet de modifier les modalités de remboursement de la monnaie électronique, qui est soit stockée sur une carte, soit sur un serveur. Dans l'état actuel du droit, la monnaie électronique peut être remboursée, à la demande de son détenteur bien sûr, je cite, en pièces et en billets. Or, cette modalité de remboursement semble contradictoire avec le concept même de monnaie électronique qui, par définition, n'est ni monnaie, ni pièce, ni billet. Surtout lorsque celle-ci a été créée de manière dématérialisée par une entreprise opérant sur Internet. Le présent amendement, que nous avions vu dans une discussion précédente sur la transcription des règles européennes en matière de monnaie électronique et qui vise finalement à développer le marché de la monnaie électronique en France, où il est particulièrement poussif, il faut bien le dire, prévoit donc que le détenteur de monnaie électronique pourra exiger le remboursement en liquide, en pièces et billets, seulement lorsque cette monnaie électronique aura été créée contre la remise de ces pièces et monnaies. Merci, Monsieur Young. Monsieur le ministre, sur cet amendement. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, l'amendement que vous proposez modifie le dispositif actuel sur la monnaie électronique issue de la transposition de la deuxième directive par la loi portant diverses dispositions au droit de l'Union européenne, dite DADU, du 28 janvier dernier. Le dispositif actuel laisse aux détenteurs la possibilité de choisir les modalités de remboursement de la monnaie électronique en pièces et billets ou par un autre moyen. Vous proposez, c'est le sens de l'amendement, de ne permettre le remboursement en pièces et en billets que lorsque la monnaie électronique a été créée après remise de pièces et de billets. Autrement dit, votre amendement aboutit à une situation qui va être restrictive par rapport au droit positif. De plus, cet amendement soulève plusieurs difficultés. Je ne suis pas certain, je vous le dis, qu'il soit conforme à la deuxième directive sur la monnaie électronique, qui prévoit, la directive européenne, que les émetteurs remboursent à la demande du détenteur de monnaie électronique. La directive exige des États membres qui ne conditionnent pas ce remboursement à la règle que vous proposez. Cette règle n'étant pas dans la directive, nous aurions un dispositif plus restrictif. Ce dispositif constituerait une remise en cause donc de la situation actuelle dans laquelle, en fait, le détenteur bénéficie d'un choix qui serait ainsi très limité, alors que l'optique retenue par la transposition était celui de la souplesse. Cette régression par rapport à la situation actuelle se ferait donc au détriment des intérêts du détenteur de monnaie électronique et pourrait nuire au développement de la monnaie électronique en raison de la contrainte nouvelle qui pèsera sur les détenteurs s'ils souhaitent se faire rembourser. Enfin, le critère que vous proposez pourrait être difficile à mettre en œuvre, car il ne sera pas toujours possible de connaître au moment du remboursement le type de versement utilisé par le titulaire de la monnaie électronique, en particulier s'il demande le remboursement d'une carte rechargeable qui a été abondée avec différents moyens de paiement. La fongibilité de la monnaie empêchera toute traçabilité et ne permettrait donc pas d'appliquer ce critère. Voilà un ensemble de motifs qui, me semble-t-il, justifierait le retrait de l'amendement. Merci, Monsieur le ministre. Le retrait. Monsieur Young. Merci Madame la Présidente. Mon ambition en la matière, c'est de permettre le développement de la monnaie électronique en France. Nous sommes très en retard par rapport à d'autres pays. Nous sommes y compris d'ailleurs en retard dans la transcription des directives européennes en la matière. Je le dis avec amitié vis-à-vis du gouvernement, ce n'est pas votre faute, mais enfin nous payons des sommes considérables pour des retards très importants. Alors j'apprécie l'ensemble des arguments que vous avez bien voulu développer, mais je pense que
l'objectif que je poursuis reste bon. Quant aux modalités de remboursement, autant que je me souvienne, la deuxième directive dit simplement que la monnaie électronique doit être remboursée. Elle ne précise pas sous quelle forme ni quel. Par conséquent, pour l'instant, je le maintiens. Et monsieur le rapporteur, très bien. Bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement de la Commission des finances qui est un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Ah. Oui, on va refaire le vote. Alors, il s'agit de l'amendement 279 présenté par M. Young au nom de la Commission des finances et qui est un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Levez la main. Très bien, merci. Contre? Il est adopté. Il est adopté. Merci. Combien de examinés? 290 déposés et il y a eu adopté 79. Non. Ça, voilà. Merci. Mes chers collègues, Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme donc des 289 amendements déposés. C'était le dernier. Et nous voici donc parvenus au terme de la première délibération des articles du projet de loi. Lors de la séance de ce matin, M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, a demandé au Sénat d'autoriser la seconde délibération de l'article 17 de ce projet de loi. Je vous rappelle que selon une pratique constante, la seconde délibération ne peut être organisée qu'à l'issue de la première délibération. Pour la bonne règle, je vous propose de confirmer la décision que nous avons prise. Y a-t-il une opposition? Je n'en vois pas. En conséquence, nous allons procéder à la seconde délibération de l'article 17. Je vais donc suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre à la Commission des finances de nous faire part de son avis. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Notre Président n'a pas pu être parmi nous. Par conséquent, je demande à la Commission des finances de bien vouloir se réunir quelques instants au Salon Victor Hugo pour délibérer et nous reviendrons tout de suite après. Merci. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est reprise. Nous allons procéder à la seconde délibération. Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6 du règlement. Je cite, dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du gouvernement ou de la Commission présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. Je donne donc la parole au gouvernement pour présenter l'amendement A1. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Le traitement des frais acquittés par les personnes en situation de fragilité financière est une préoccupation essentielle du gouvernement, à laquelle l'article 17 répond en plafonnant pour tous, par mois et par opération, les commissions d'intervention. Et nous sommes à cet égard satisfaits de l'amendement de M. Café, qui a introduit un plafond spécifique et donc plus bas pour les populations fragiles. Le dispositif auquel nous sommes parvenus finalement a permis d'atteindre un équilibre satisfaisant à la fois en termes d'égalité et d'équité. L'amendement numéro 169 rectifié bis adopté bouleverse totalement cet équilibre en intégrant les frais de rejet dans ce plafond. Cette intégration aura un effet pervers au détriment des consommateurs et en particulier des plus fragiles. En effet, élargir le champ du plafond aboutira de facto à en relever le niveau alors que les frais de rejet sont moins souvent prélevés et touchent moins de clients que les commissions d'intervention. Un plafond élargi ne bénéficiera donc qu'à un petit nombre de personnes. Par ailleurs, je rappelle que cette mesure n'est sur le fond pas utile, puisque le plafonnement des frais de rejet est déjà prévu par la loi. Ces frais ne peuvent être supérieurs au montant des petits paiements et forfaitairement pour les prix les plus élevés.
Je fais référence ici aux dispositions des articles L. 131-73 et L. 133-26 du Code monétaire et financier. Je regretterai que les débats auxquels nous avons participé aboutissent finalement à un résultat contraire à notre objectif initial, à savoir un plafonnement des commissions d'intervention qui touche de nombreuses personnes, en particulier les plus défavorisées, pour lesquelles les plafonds par mois et par opération seront, et le gouvernement s'engage sur ce point, fixés à des niveaux très bas. Cela ne sera pas possible si les frais de rejet, qui concernent moins de clients, sont inclus dans ce plafond. Je vous rappelle l'objectif du gouvernement, partagé, me semble-t-il, par le Parlement, de parvenir sur cette question à une évolution équilibrée, ce qui n'est plus le cas en l'état du texte. C'est pourquoi je vous demande de revenir sur cette mesure afin de la cibler sur les commissions d'intervention. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donc demander à la Commission des finances et à son rapporteur, Monsieur Young, de nous donner son avis ou l'avis de la Commission sur l'amendement A1 présenté par le gouvernement. Oui, merci Madame la Présidente. La Commission, en tout cas, la Commission qui vient de se réunir, donne un avis favorable à l'amendement A1. Je suis d'autant plus à l'aise de le faire que j'avais défendu une position cohérente hier, malheureusement, non suivie par votre Assemblée. Mais voilà, c'est le débat démocratique. C'est le débat démocratique. Voilà. J'insiste sur la nature différente des frais de rejet et des frais d'intervention. Ce ne sont pas du tout des frais de même nature. Les frais de rejet sont prélevés lorsque l'incident de paiement est intervenu et au moment du rejet de l'opération par la banque. Ils ne rémunèrent pas l'analyse, ils devraient rémunérer le coût de l'opération de rejet. C'est pourquoi ils sont plus élevés, beaucoup plus élevés, notamment pour les chèques. Ils sont déjà plafonnés entre 30 et 50 euros par opération, avec une disposition qui évite la redondance, mais enfin, vous voyez que le niveau est très élevé, alors que les commissions d'intervention sont de 8 euros. Et par conséquent, comme l'a souligné le ministre, les fusionner et les plafonner ensemble aurait pour conséquence de faire monter l'ensemble du coût moyen. Et donc, on serait à un coût moyen, on va dire, de 25, 28 ou 30. Et par conséquent, très défavorable pour ceux qui, aujourd'hui, payent 8 euros. Voilà. Donc, je redis, ce qu'il y a derrière, c'est bien sûr le modèle de financement, le modèle économique des banques, de l'ensemble des banques françaises. Et je l'avais dit hier, on peut s'interroger sur le fait qu'une partie importante, en tout cas, de leurs produits nets bancaires proviennent des incidents de leur clientèle. Mais ce n'est pas l'objet de ce texte et ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. C'est un autre débat, c'est le débat global sur le financement du système bancaire, sur la prise en compte des comptes créditeurs, leur rémunération, l'accès au marché financier, le financement, le coût par opération. Bref, c'est un autre débat qui doit se faire ailleurs. Donc, pour toutes ces raisons, nous donnons un avis favorable à l'amendement A1. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame Lienemann, pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je faisais partie de celles qui, hier, n'avaient pas accepté ce qui nous est proposé aujourd'hui. En réalité, nous partageons avec le gouvernement, à l'évidence, les mêmes objectifs. Mais ces objectifs sont trois. Premier objectif, éviter que les catégories les plus défavorisées se trouvent dans des situations de ne pas pouvoir avoir accès aux droits bancaires ou payent des sommes tellement importantes que ça les fragilise davantage. Deuxième objectif, il faut quand même veiller à ce que les frais bancaires ne pèsent pas dans le pouvoir d'achat moyen de nos concitoyens de manière excessive. Car nous savons que dans le monde contemporain, ce qu'on appelle les dépenses fixes
charges bancaires, assurances, loyers et autres, sont de plus en plus contraignantes et de plus en plus pèsent sur le pouvoir d'achat. Donc chaque fois qu'on peut gagner un peu de marge de manœuvre pour ce pouvoir d'achat, il faut le faire. D'où l'idée du plafonnement des frais sans les cibler uniquement pour des catégories très défavorisées. Là, nous allons avoir un mécanisme à 3 étages. Le plafond pour tous, entre guillemets, le plafond pour les plus démunis, et puis un certain nombre de frais qui vont être eux-mêmes plafonnés de façon isolée. Moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qui nous a été rappelé aujourd'hui, à savoir qu'au contraire, si on groupe tout dans un même plafond, ça ne va pas être bon pour les plus démunis. Comme nous partageons les mêmes objectifs, je ne vois pas pourquoi le gouvernement chercherait à faire des choses défavorables. Néanmoins, je pense qu'il faudra que le travail d'évaluation de notre Parlement soit d'une extrême rigueur. Parce que je vois venir la tentation pour les banques de pousser à avoir un plafond global élevé pour justifier que le plafond pour les très démunis, entre guillemets, serait relativement bas. Ça reviendrait à reprendre des marges sur la masse des Français au motif d'aider les plus en difficulté. Et par ailleurs, d'avoir ces mécanismes qui aboutissent au fait que la spirale qu'on connaît tous, d'une famille qui n'est pas très bien équilibrée dans ses comptes et pas toujours bien intégrée socialement, fait un chèque sans provision, 2, 3, et après, la spirale est telle que même si c'est plafonné, au bout du compte, ça fait beaucoup pour ces gens-là. Donc voilà, moi je fais un pari de confiance, le gouvernement me donne ses intentions, nos commissions pensent que leur méthode est plus efficace. Eh bien, je fais ce pari en acceptant de voter conformément à la demande du gouvernement, mais il me semble que l'évaluation parlementaire devrait être d'une extrême rigueur sur l'efficacité du dispositif. Merci, Madame Lienemann. Très bien. Je vais donc mettre aux voix l'amendement A1 présenté par le gouvernement, qui a reçu un avis favorable de la Commission des finances. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention. L'amendement A1 est adopté. Donc nous en arrivons au vote sur l'article 17. Que ceux qui sont d'accord pour voter l'article 17 lèvent la main. Merci. Qui est contre? Abstention. L'article 17 est adopté. Merci mes chers collègues. Je vais mettre maintenant aux voix l'ensemble du projet de loi. J'ai 2 inscrits pour les explications de vote. Madame Goulet, Madame Gontier-Morin. Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc au terme de ce débat, je voudrais d'abord dire que, en tant que parlementaire qui travaille plutôt beaucoup dans cette maison, je suis extrêmement contente que le travail de nos commissions d'enquête et que nos groupes de travail soient enfin transcrits dans le droit positif. Je parle de la commission sur le surendettement et je parle aussi, et avec beaucoup de plaisir, de certaines dispositions, pas toutes malheureusement, et il y a encore du travail à faire et la marge de progrès est importante, de la commission qui a été présidée par Philippe Dominati et rapportée par Éric Bocquet sur l'évasion fiscale. Là aussi, ce texte reprend de nombreuses propositions qui ont été faites et je crois que c'est une très bonne chose. Je voudrais aussi me féliciter du climat de ce débat très constructif. Ça fait longtemps que dans cette maison, on n'a pas eu un débat aussi constructif et aussi positif. Et je crains que la semaine prochaine ne soit pas à la même hauteur de construction. Mais je voudrais surtout m'arrêter sur le problème du financement des collectivités territoriales et des emprunts toxiques. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet parce que mon modeste département de l'Orne a été très frappé par de très nombreuses communes ayant contracté des emprunts toxiques. Alors c'est vrai qu'on est toujours partagé entre le fait de dire mais finalement les élus sont des gens responsables. Ils ont signé
Ils ont signé, ils doivent respecter leurs engagements qui sont libres et éclairés, et d'une autre main dire, mais enfin, quand même, ces emprunts ont été conclus dans des conditions de clarté et qui n'ont pas forcément permis aux signataires de bien comprendre l'étendue de leurs obligations. Je relève, sauf erreur de ma part, que le texte permet toujours un emprunt en monnaie étrangère pour les collectivités territoriales. Et je me demande si on n'aurait pas dû purement et simplement interdire à nos collectivités territoriales d'emprunter en monnaie étrangère, ce qui aurait évidemment permis d'éviter tous les problèmes de risque de change. Et si ce texte revient et si ce n'est pas frappé par l'entonnoir, je déposerai un amendement pour interdire aux collectivités d'emprunter en monnaie étrangère. Je voudrais aussi dire qu'il faut absolument, dans le cadre de la navette, voir si on peut contraindre à un mécanisme de renégociation de ces emprunts dits toxiques, même s'il n'en reste pas beaucoup en circulation, parce que sinon la jurisprudence du 9-3 va se retrouver, de la Seine-Saint-Denis, va se retrouver appliquée. Et si j'ai bonne mémoire en ce qui concerne le projet de loi de finances, les grèves de la faim ne sont pas forcément un moyen tout à fait honorable d'obtenir ce qu'on veut dans des départements difficiles. Non, je sais que ce n'était pas le même sujet, mais on en vient quand même aux difficultés de ces collectivités territoriales. Quant à la création d'une banque pour les collectivités territoriales, là aussi, je pense qu'on peut tous se féliciter. Donc, en raison de toutes ces avancées, y compris sur les problèmes de surendettement, et grâce au vote du Sénat qui a évité de porter une atteinte, à mon avis, démesurée au droit des successions, je voterai ce texte avec enthousiasme. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Goulet. La parole est à la présidente Gonthier-Maurin. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il ne vous étonnera pas que je vous dise que ce projet de loi dont nous terminons la discussion nous laisse quelque peu sur notre faim. Permettez-moi un bref retour sur ces points forts. Séparation des activités bancaires, tout d'abord. Les évolutions retenues sont extrêmement limitées puisque l'essentiel des activités de marché n'ont pas été distinguées et que, de fait, la part du produit net bancaire cantonné dans les futures nouvelles filiales semble bien réduite. Gageons que le débat avançant et la deuxième lecture avec lui, nous arrivions au terme de la navette à la production d'un texte plus audacieux, d'autant que nous avons eu l'occasion de souligner que la séparation des activités bancaires n'était que le préalable d'une nouvelle organisation du secteur financier et non une fin en soi. Lutte contre les paradis fiscaux. Notons l'avancée opérée sur le reporting pays par pays, conformément aux attentes de nombreuses organisations non gouvernementales soucieuses de transparence financière, un reporting qui constituera évidemment un élément essentiel de mesure de l'appétence de nos établissements de crédit pour les cieux fiscaux cléments. Résolution des crises bancaires ensuite. Si nous sommes particulièrement attentifs au fait que si les pouvoirs de l'autorité de régulation ont été sensiblement renforcés, cette autorité administrative indépendante souffre toujours de son mode de recrutement peu démocratique et ouvert sur la société civile. La nouvelle ACPR sera composée de manière moins ouverte que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement créé par la loi de janvier 1984 et qui comprenait des représentants des salariés, du secteur financier et des personnalités qualifiées. Comme il existe parfois quelques liens quasi endogames entre certains grands corps de l'État et le milieu bancaire et assurantiel, il est donc à craindre que nous restions dans un entre-soi qui n'a pas grand-chose à voir avec l'intérêt général et qui aura d'autant plus à voir avec les intérêts particuliers que nous avons cru comprendre que les créanciers dits privilégiés ne seraient pas mis à contribution dans les plans de résolution. Examinons maintenant la question des droits des usagers vis-à-vis de leur banque. Quelques avancées ont été produites sur ces questions, mais de nombreux obstacles ont été maintenus sur la voie de la création d'un véritable service bancaire universel de base, comme de rapports plus équilibrés entre usagers et banquiers.
Avant même le projet de loi sur la consommation, qui risque fort tout de même, d'après ce que nous en savons, de n'être examiné qu'après le mariage pour tous, la loi transposant l'accord national interprofessionnel et même le contrat pour l'école, je me permets de rappeler que nous aurons peut-être bien une seconde lecture du présent texte pour résoudre, par exemple, la question de l'assurance emprunteur. D'ici là, comme nous l'avons vu, tout contentieux en matière d'assurance sur prêt immobilier continuera d'être irrésolu de manière satisfaisante. À l'occasion, nous vous communiquerons, chers collègues, un courrier du médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurance indiquant à un emprunteur qu'il n'était pas de sa compétence de résoudre un contentieux sur une assurance de prêt immobilier au motif qu'il s'agissait d'un prêt bancaire. Résultat, certains emprunteurs acquittent une prime pour 2 contrats, faute de mieux. In fine, au-delà de quelques amendements de notre groupe qui ont été adoptés ou d'amendements proches de ceux que nous avions déposés qui ont pu l'être, nous ne pouvons nous considérer comme satisfaits par ce texte issu des travaux du Sénat. Non que ces travaux aient été dépourvus d'intérêt, au contraire. Non qu'ils aient permis de mettre en évidence des questions intéressant autant le grand public qu'interpellant la politique au sens le plus noble du terme, mais tout simplement parce que la part laissée aux parlementaires d'améliorer le texte du projet de loi aurait été trop réduite à la portion congrue. À ce propos, permettez-moi également de regretter que la question de la structuration d'un service public financier digne de ce nom n'ait pas été appréhendée dans cette discussion. Aucune évolution sur la BPI, aucune évolution sur la centralisation des fonds des livrets d'épargne défiscalisés et pas plus d'initiatives sur la politique du crédit, sur la critérisation de l'utilisation de l'argent, toute question essentielle dans une économie en difficulté comme celle de notre pays. De fait, nous ne pourrons, au terme de cette explication de vote, tout en remerciant de leur compétence et de leur dévouement les agents du Sénat qui ont rendu possible cette discussion, que confirmer notre abstention sur l'ensemble de ce projet de loi. Merci. Madame la présidente Gonthier-Maurin. La parole est à Monsieur Alfonsi. Madame la présidente, Monsieur le ministre, ce projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires a soulevé de nombreuses questions. Certaines restent encore sans réponse, malgré des échanges très intéressants qui se sont déroulés ces derniers jours. Nous ne pouvons en effet encore légitimement nous interroger sur certains aspects du texte. Le curseur de la séparation entre activités spéculatives et activités utiles au financement de l'économie a-t-il été correctement placé? Cette séparation permettra-t-elle vraiment de réduire le risque systémique? N'aurait-on pas dû, notamment en ce qui concerne les activités de tenue de marché, être plus strict et les inclure dans les filiales consacrées aux activités spéculatives? C'est la question qui a été posée par plusieurs amendements à l'article 1er, dont ceux de notre collègue Pierre-Yves Collombat. Le rapporteur et le gouvernement n'ont cependant pas souhaité modifier le statu quo auquel était parvenue l'Assemblée nationale et qui prévoit que des activités de tenue de marché peuvent être filialisées par un ou plusieurs établissements par un arrêté du ministre de l'économie si celui-ci le trouve judicieux. Aussi, l'efficacité réelle du titre premier ne pourra probablement être mesurée qu'à l'aune de son application. Souhaitons simplement que ce ne sera pas trop tard. Si les dispositions relatives à la séparation des activités n'ont fait l'objet de modifications homéopathiques, d'autres du projet de loi ont été substantiellement améliorées par des amendements de notre Assemblée. Je pense notamment aux mesures relatives à la lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles, qui peut déstabiliser les marchés agricoles mondiaux. Les modifications apportées à l'article 4 bis, qui impose aux établissements financiers de publier un certain nombre d'informations par pays, comme leurs produits nets bancaires ou leurs effectifs, méritent également d'être soulignées, s'agissant notamment du bénéfice avant impôt, du montant des impôts dus, des subventions publiques. Aussi, nous prenons de l'avance sur l'Union européenne et le paquet CRD4 en cours de négociation et dont l'accord provisoire adopté par le Conseil ECOFIN du 5 mars dernier prévoit la publication pays par pays de toutes ces données. Quant à l'autre axe principal de ce projet de loi,
celui de la résolution des crises. Il constitue très certainement une avancée importante. La transformation de l'autorité de contrôle prudentiel sont unanimement saluées à juste titre. La question de la mobilisation des créanciers seniors pour couvrir les pertes d'un établissement qui n'est pas actuellement prévu par le projet de loi reste cependant posée. Voilà pour cette séance consacrée à la réforme bancaire. Nous y reviendrons plus largement dans notre édition de 19h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à tous.